Voilà, on repart sur la troisième vidéo, les facteurs les plus importants pour atteindre l'objectif de vieillir de la meilleure manière possible et atteindre son potentiel. C'est le noyau dur, le plus gros morceau du truc. Donc, je vais commencer par ce qui me paraît le plus important pour moi dans les facteurs. Et ici, c'est le sommeil. Pourquoi? Parce que l'impact négatif du sommeil, il est énorme. Que ce soit ponctuel ou chronique, évidemment, chronique, c'est encore plus grave. Qu'est-ce qu'on a? Pression sanguine élevée, maladies cardiovasculaires, obésité, diabète, manque de volonté, manque d'énergie, manque de concentration. Donc, quand on lit tout ça, ça donne pas envie, hein. Dormir moins de 6-7 heures par jour pendant une semaine augmente le taux de sucre sanguin à un niveau prédiabétique. Un mauvais sommeil chronique diminue le système immunitaire de manière si drastique que cela augmente les chances de développer la maladie d'Alzheimer et double le risque de cancer. Donc moi, clairement, dans mon entourage, quand j'entends des gens qui dorment mal, je leur dis, essaye de faire quelque chose. Est-ce que tu as essayé tout? Est-ce que tu fais ci, tu fais ça? Il y a pas mal de paramètres qui peuvent influencer le sommeil. Et en général, on a tendance à le savoir, mais on n'a pas la volonté. Par exemple, avec l'apparition du streaming et de Netflix et ces genres de trucs, on a tendance à binge-watcher des séries. T'as le deuxième, troisième épisode qui s'enchaîne sans qu'on ait appuyé sur un bouton. C'est fait de manière telle à ce qu'on ait envie de regarder l'épisode suivant parce qu'il y a un truc avec une tension, tu as envie de savoir ce qui se passe. Là c'est vraiment de la discipline de se dire non, c'est bon, j'ai regardé mon épisode, il est 11 heures du soir, je stoppe et je vais dormir. Merde. Et encore, voilà, pour bien faire, il faudrait arrêter les écrans une heure avant d'aller se coucher. On verra un peu les paramètres qui influencent le sommeil après. Voilà, donc ici on a une photo, on voit clairement qu'après un certain temps de mal dormir, on le porte sur son visage, qu'on n'est pas en forme, hein. Donc voilà, après une nuit, on a déjà moins d'appétit, on a plus de risques d'accident, on est plus susceptible de choper une maladie. Mais après des problèmes chroniques, on a des risques accrus de cancer, de diabète, de maladies cardiaques. Donc voilà, c'est vraiment très très sérieux. Et pour les gens qui veulent optimiser simplement leur performance sportive, ben, tu peux pas, tu peux pas performer, tu peux pas avoir un bon entraînement si tu as dormi moins de 6 heures sur ta nuit. C'est pas possible. T'as pas eu les hormones qu'il fallait, t'as pas eu le système nerveux qui se reset, etc. Donc voilà, très important d'avoir une bonne hygiène. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer son sommeil? Donc déjà, il y a la lumière bleue ou même la lumière naturelle parfois pour certains. Les écrans, les LED, nos smartphones, nos tablettes, nos PC, nos TV émettent une lumière qui signale à notre cerveau que c'est encore la journée. C'est un peu le même message. Évidemment, il fait nuit, mais on envoie au cerveau comme quoi c'est encore la journée. Donc il se prépare pas, on n'a pas les bons neurotransmetteurs, etc., qui se déclenchent. Et on va moins bien s'endormir. Mais même les gens ils disent, moi c'est bon, je dors. Je m'endors, j'ai mes heures. Mais ils ont une quantité d'heures, mais ils se sentent fatigués quand même. Donc c'est la qualité du sommeil aussi qu'il faut regarder. À quoi bon dormir 8 heures si on se réveille et on ne se sent pas reposé parce qu'on a eu une qualité de sommeil pas terrible. C'est pareil pour la caféine et la théine. J'entends des gens qui prennent du café à toutes les heures de la journée, mais qui me disent, moi je dors. Ok. En termes de quantité de sommeil, c'est peut-être bon, mais en termes de qualité, je serais curieux de voir la qualité du sommeil des gens qui consomment de la caféine toute la journée. Oui, tu t'endors parce que en fait, t'es crevé. T'es crevé, alors ce serait intéressant de voir, de stopper la caféine pendant un mois et de voir peut-être qu'après quelques jours de sevrage, tu vas pouvoir avoir un sommeil d'une qualité que tu ne soupçonnais même pas. Donc j'encourage tout le monde à faire une détox de caféine et de théine pour voir l'impact sur le sommeil parce que ça peut être énorme et changer complètement la qualité de vie. Un autre truc qui me tient à cœur, c'est respirer par le nez quand on dort. Donc il y a peut-être 50% des gens qui le font naturellement, tant mieux pour eux.
Alors cela ne changeait rien. La façon facile de savoir si on respire par le nez en dormant, c'est que on se réveille avec la bouche encore humide. Si on se réveille la bouche sèche, c'est qu'on a respiré par la bouche. C'est important, super important pour les enfants, parce que pour les enfants, ils sont encore en train de former tout ce qui est leur visage, leur bouche, leur palais, leurs dents. Et s'ils dorment la bouche ouverte, ils vont avoir le palais qui ne se forme pas correctement, parce que la langue ne joue pas son rôle de pousser pendant la nuit. Et voilà, une forme du visage qui n'est pas forcément harmonieuse et des dents un peu de travers, devoir mettre un appareil, potentiellement une opération pour corriger, alors que si simplement on peut apprendre à nos enfants à respirer par le nez en dormant, ils vont pas avoir tous ces problèmes-là. Donc, le gars de Oxygen Advantage de Patrick McCone, il a mis au point du tape qui convient pour les enfants, qu'on met sur la bouche. Ils peuvent quand même ouvrir leur bouche, mais c'est un tape qui exerce une certaine pression qui les encourage à respirer par leur nez. Donc moi j'ai commandé ici récemment, je vais tester peut-être avec ma fille, voir ce que ça donne. Et si ça marche bien, je vous mettrai le lien dans la vidéo. Aussi respirer par le nez, ça nous permet d'être mieux oxygéné pendant la nuit. Et donc on voit qu'on a des capacités de concentration dans la journée et aussi des capacités de récupération qui sont bien plus importantes. Donc pour les athlètes, respirer par le nez la nuit, hyper important. Et pour tout le monde aussi, simplement pour être plus en forme. Alors, aller dormir et se réveiller à la même heure, c'est important quand on sait le faire. Même le week-end, de se lever à la même heure qu'on se lève la semaine. Et quand on le sait, si on ne fait pas la fête ou quoi, aller coucher aussi à la même heure. Parce qu'on a un cycle, on a une habitude, et puis le coup de pompe, on le sent venir, on va se coucher, on s'endort direct, et puis on se réveille frais. Alors, il y a un petit truc, c'est qu'on a des cycles d'1 heure et demie. Donc, on ne compte pas en nombre d'heures en général, on se dit combien de cycles on a eu. Donc, personne moyenne en général, on a besoin de 5 cycles. 4 c'est un peu court, 4 cycles ça fait 6 heures. 5 cycles ça fait 7h30, bah ça c'est la moyenne. En général, si on se réveille après 8 heures ou après 5h30, c'est qu'on s'est réveillé au milieu d'un cycle et c'est que quelque chose nous a réveillés. Donc pour calculer son heure où on va dormir, on calcule simplement l'heure à laquelle on met son réveil, et puis on recule en nombre de cycles, on recule de 5 cycles, et tu sais à quelle heure tu dois t'endormir. Si tu sais à quelle heure tu dois aller t'endormir, tu sais que tu dois passer à la salle de bain en général 20 minutes avant, machin. Donc on calcule un petit peu toutes ces habitudes de vie en fonction de ça. Moi, si je sais que si je dois m'endormir à 11h, ben, je vais me mettre en route déjà à 10h30 pour aller à la salle de bain, bien me poser, etc. Donc c'est des petits rituels. Une fois qu'on l'a chopé, en général, c'est bon, mais c'est difficile de mettre en place, mais ça vaut vraiment la peine. Ça vaut vraiment la peine. Et donc, je le redis, hein, nos smartphones, les réseaux, les séries, c'est vraiment l'ennemi numéro 1 de ça, parce que on a tellement de tentations de encore regarder, scroller un petit peu, regarder une vidéo YouTube ou une série. À l'heure actuelle, il y a tellement de contenu intéressant, c'est tentant, mais on doit avoir la volonté de se dire non, stop, maintenant je vais dormir. Alors après le sommeil, ça vient la nutrition. Donc ici, la nutrition, c'est tellement un chapitre énorme et controversé que je vais juste parler de ce qui me paraît que c'est un consensus dans le monde scientifique, mais pas les choses qui font controverse. Donc simplement la base, la nature des aliments. Il faut faire attention à ce que nos aliments ont mangé. Donc clairement, on va essayer de manger le plus naturel possible, le moins transformé, et aussi se poser la question, si on mange une viande, comment l'animal a été nourri, comment il a été élevé. Donc clairement, les animaux qui sont élevés avec des farines, etc., vont donner une moins bonne viande que des animaux qui sont élevés en plein air avec des pâtures, etc. Donc en anglais, on dit grass-fed beef.
Donc du bœuf élevé en pâture par des prairies, beaucoup plus riche en oméga 3, etc. Moins d'oméga 6 et un meilleur équilibre. Pareil pour les saumons. Quand on achète du saumon bon marché, si on ne réfléchit pas plus loin, on va se dire yes, moi je mange du saumon. Donc j'ai mes oméga 3, etc. Ben, c'est pas tout à fait aussi simple. Si on prend un saumon bon marché, c'est un saumon d'élevage qui a été élevé avec des farines bon marché. Et dans des conditions d'élevage qui sont vraiment pas optimum, et donc on aura un très faible taux d'oméga 3, beaucoup d'oméga 6 vu que les oméga 6 viennent des farines animales, etc. Donc contrairement à un saumon sauvage qu'on va payer 3 fois plus cher, faut pas en manger tous les jours. Mais là, le saumon sauvage, on va avoir des oméga 3 et énormément d'autres trucs qui sont bons à la santé. Et voilà, c'est un effort. C'est un effort à faire de se poser la question d'où viennent mes aliments, même les légumes. Hein. Je veux dire, si on achète des légumes, on a tous connu la différence entre une tomate élevée en serre, avec bourrée de flotte, pas de goût, pas de couleur, même pas d'odeur. Contrairement à une tomate du petit producteur local qui est hyper chargée en goût, en vitamines, en minéraux, bah, clairement, il faut prendre l'habitude d'allouer un budget un peu plus important peut-être et un temps un peu plus important à nos courses pour être sûr qu'on va chercher des aliments de qualité et avoir ainsi les vitamines et l'énergie qui est présente dans ces aliments et pas aller vers les trucs meilleurs marchés ou les plus accessibles. C'est clair que quand on est pressé, on a tendance à aller au supermarché et à prendre nos aliments euh, au même endroit. Maintenant, on y gagnerait à aller chez les petits producteurs chercher nos œufs, notre viande, nos légumes. Voilà, ça prend plus de temps, mais il faut faire la place dans nos vies pour faire ça petit à petit. Donc, on peut regarder à la bonne quantité qu'on mange. Bon, ça varie d'une personne à l'autre, mais la règle générale, c'est que on sait que la restriction calorique, donc le fait de manger un petit peu moins que ce qu'on a besoin, c'est un facteur de longévité. Donc, dans les études qu'on a fait sur les centenaires sur l'île d'Okinawa ou le régime crétois et des choses comme ça, on voit que c'est des gens qui mangent pas énormément. C'est des gens qui vont manger des petites quantités de bons aliments, qui ont une activité physique, etc. Mais ils ne vont pas se goinfrer. Clairement, quand on mange beaucoup plus, on n'a pas ces bénéfices de la restriction calorique et on pourrait développer des maladies plus facilement, quoi. Donc le timing, on connaît, c'est de plus en plus populaire le régime intermittent. Donc moi j'ai testé, je connais beaucoup de gens qui l'ont testé aussi. On n'est pas obligé de le faire tout le temps. On peut le faire certains jours de la semaine, on peut le faire quelques semaines d'affilée, puis reprendre normalement. Ça consiste à se forcer à ne pas manger pendant une certaine fenêtre de la journée. Donc le plus classique, c'est on arrête de manger autour de le plus tard 20 heures et on ne mange pas avant midi le lendemain. Donc cette croyance comme quoi le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée, c'est faux ou c'est incomplet. En gros, en anglais, c'est le breakfast, donc tu casses ton jeûne, mais c'est le moment où tu casses ton jeûne qui est important dans la journée. Donc pour ceux qui font un régime intermittent, le repas très important, évidemment, ce sera le repas de midi, où ils doivent apporter toutes sortes de bons nutriments, etc. Et donc quand on fait ça, on est obligé d'amener la même quantité de calories entre midi et 20 heures. Donc ça veut dire qu'on va se faire une collation qui est quasiment un repas entier. Il faut savoir le faire. Et ce que moi j'ai remarqué, c'est qu'on a tendance à perdre un peu de poids quand on fait du régime intermittent, mais pas forcément. Donc ce qu'on sait aussi, c'est qu'il faut éviter les sucres rapides et il faut aller chercher du bon gras. Donc le gras a été pointé du doigt depuis les années 80 comme étant la source de tous nos maux. C'est terminé maintenant. On sait que le gras, les bons gras sont vraiment nécessaires et que si on devait choisir l'ennemi public numéro un, c'est le sucre, les sucres rapides. Donc dans les recommandations des consommations de fruits et légumes, il n'y a pas si longtemps, on recommandait encore 5 fruits et 5 légumes. Maintenant, on est passé
à 3 fruits et 5 légumes. Donc on sait que les fruits, clairement, c'est bon à la santé, il y a des vitamines, etc. Mais c'est très sucré. Donc soyons conscients de ça et on conseille de consommer les fruits seulement si on fait une activité physique derrière, parce que sinon on a une quantité de sucre qui ne va pas être utilisée là et c'est jamais très bon. Au niveau des compléments, je suis pas hyper. J'aime pas pousser vers les compléments systématiquement, mais j'aime bien conseiller quand même 3 ou 4 compléments qui sont inévitables si on veut optimiser sa santé. Pour moi, les oméga 3, à moins que vous ne mangiez 2 à 3 fois du poisson par jour, par semaine, je pense que personne ne fait ça. Même si on a une consommation raisonnable de 1 à 2 fois par semaine, ça reste intéressant de se complémenter en oméga 3. Le magnésium, on connaît les avantages du magnésium. On le brûle avec le stress, on le brûle avec le sport, et c'est vraiment nécessaire de se complémenter aussi. Vitamine D, pareil. Ici, ça a été mis encore en avant avec le Covid. Ça a une influence énorme sur le système immunitaire, mais sur plein d'autres choses que je ne vais pas détailler. En gros, c'est comme une mini-hormone, la vitamine D. Il faut prendre plus que ce que recommandent les organismes de la santé. Il faut prendre 3 ou 4 fois plus pour vraiment être au niveau optimal. Exercice. Alors, moi j'adore cette phrase. Elle dit quoi? Aucun homme n'a le droit d'être un amateur dans ce qui concerne l'entraînement physique. C'est une honte pour un homme de grandir, de vieillir sans voir la beauté et la force dont son corps est capable. C'est Socrate, autour de 400-300. Ouais, ça va. Enfin, pour moi, ça va de soi qu'il faut. Ce serait dommage de ne pas prendre soin de son corps, de son énergie. C'est vraiment passer voilà, on n'en a qu'un, c'est passer à côté de plein de choses. Si on a la force, la santé, l'énergie, on est capable de faire toutes sortes d'activités, alors que si on ne l'a pas, on va peut-être pas pouvoir accompagner ses enfants dans des activités, on va peut-être pas pouvoir accompagner ses amis, on va peut-être pas partir en vacances au ski ou en randonnée au Tchèque, et on va vraiment beaucoup moins profiter de la vie. Je veux dire, la vie, c'est pas rester dans son divan ou dans son petit confort de sa maison et faire des choses dont on est encore capable. C'est vraiment essayer de repousser les limites. Et voilà, ça c'est les bienfaits de l'exercice. Ça c'est une photo que j'avais mis à l'époque où j'ai préparé le slide. Je pense que c'est un fake, mais quand même, l'idée elle est là. Donc on voit une coupe d'un quadriceps. Le slide dit un homme de 74 ans qui est sédentaire. On voit clairement qu'il y a un tout petit peu de muscle et beaucoup de graisse. Et là, un homme de 70 ans qui est triathlète et on voit tous les muscles avec un tout petit peu de graisse. Même si c'est un fake, on doit retenir qu'à partir d'un certain âge, on a une décroissance de la musculation. Ça porte un nom, je ne reviens plus sur le nom, mais clairement la masse musculaire diminue. Mais on peut lutter contre ça simplement avec l'exercice et l'alimentation. Bien manger des protéines, clairement, ça favorise le maintien de la masse musculaire, tout le monde le sait. Et l'exercice, et voilà, et un bon sommeil en général, on va tendre, même en vieillissant, vers une masse musculaire qui est plus élevée, donc ça diminue clairement le risque de chute, ça diminue le risque de maladie, ça augmente l'énergie, donc clairement, si on se retrouve dans une situation comme ça, où on a 2 fois plus de masse grasse que de masse musculaire, clairement la qualité de vie elle en prend un coup. Ça veut dire du mal à monter les escaliers, ça veut dire du mal à sortir de sa voiture, et risque de chute, pas d'énergie, enfin voilà, du mal à se déplacer, quoi. Donc on veut rester dans cette photo là. Donc ici on a une liste de tissus qui peuvent clairement se développer quand on les soumet à une charge. Donc ça rejoint un petit peu ce que je disais dans une autre vidéo, de se dire qu'on a la capacité d'agir sur
nos compétences physiques et notre structure. Clairement, les muscles se renforcent, mais même les os, c'est quelque chose qu'on connaît moins, mais quand on se soumet à des charges, à des exercices, les os se renforcent, les ligaments aussi, les tendons, les cartilages et même les disques entre les vertèbres. Donc on voit que les coureurs, ils semblent avoir des disques plus épais que les personnes du même âge qui ne sont pas coureurs. Donc voilà, c'est pas forcément pour ça que j'encourage à la course à pied. Hein. Je suis contre la spécialisation. J'aime bien encourager les gens à faire un petit peu de tout comme exercice pour pas se spécialiser et justement pas développer des blessures dues à un seul mouvement répété. On va rentrer plus en détail par après. Donc pour avoir un corps robuste, il faut le charger progressivement, pas le reposer. Donc, méfiez-vous des médecins qui disent « Oh, vous êtes blessé, vous avez mal, reposez-vous, prenez 2 semaines complètement off. » Si on sait toujours continuer à bouger sur d'autres mouvements, c'est toujours bénéfique. Alors, quel type d'exercice et à quelle fréquence? Ici, on a une photo de Marc Sisson qui a 65 ans sur la photo. Je trouve plutôt bien conservé pour 65 ans. Il a développé, voilà, c'est un des pères du paléo. Il a écrit un bouquin qui s'appelle The Primal Blueprint, qui est vraiment super, qui balaye un petit peu tout ce que je suis en train d'expliquer. Et lui, il a un petit modèle qui explique comment on devrait répartir son activité physique pour une santé optimale et si on a un temps à allouer qui est un peu limité. Donc en gros, le strict minimum, ce serait de bouger à faible intensité souvent. Donc la marche, natation, jardinage, jogging lent, ça c'est 2 à 4 heures par semaine. Ça devrait être la priorité. Les gens qui n'ont que 2 à 4 heures par semaine, ils doivent faire ça. Ils ne doivent pas commencer à faire de l'intensité ou des charges lourdes. Non, ça doit être le bloc premier, quoi. Après, si on arrive à caser ça, il faut pouvoir placer un peu d'intensité. Mais on n'a pas besoin de faire beaucoup pour avoir les bénéfices. Il y a des études scientifiques qui ont analysé tout ça. Donc clairement, sprinter de temps en temps, 15 à 30 minutes par semaine. Avec ça, on a déjà énormément de bénéfices. Quand on dit sprinter, ça peut être, pour ceux qui connaissent de l'assaut-bike ou du vélo, quelque chose de très intense où on va transpirer, où on va être très essoufflé. 15 à 30 minutes par semaine, c'est le minimum. Après ça, on a tout ce qui est soulever des trucs lourds de temps en temps. Ça, si on sait le caser, homme ou femme, c'est pareil pour les deux. 1 à 2 fois 30 minutes par semaine de soulever des charges lourdes, ça va vraiment finir de compléter toutes les qualités physiques d'une personne et permettre de vieillir en douceur. Parce que clairement, ce que je vois beaucoup moi, autour de moi, des personnes plus âgées qui sont en forme, mais qui font qu'une pratique d'endurance, par exemple. Des gens qui courent, souvent plutôt des femmes, j'aurais envie de leur conseiller, ok, tu cours 4 heures par semaine, c'est bien, qu'est-ce que tu fais d'autre? Rien. Ok, mais alors on muscle pas le haut du corps. On a tendance à avoir une fonte musculaire en hauteur et donc le jour où tu vas devoir porter une valise et la mettre en hauteur, tu vas te claquer un truc, c'est dommage. Donc peut-être cours une demi-heure ou 1 heure en moins par semaine, mais fais des exercices qui vont bouger le haut du corps, des trucs fonctionnels, des trucs inspirés du crossfit ou n'importe quoi, ou même des trucs au poids du corps à la maison. Il n'y a pas besoin de beaucoup d'équipement, mais si on veut être équilibré, il faut au moins de temps en temps faire des trucs, voilà, genre un peu des pompages, des tractions, ce genre de machin, pour être bien balancé. Alors un autre concept qui pose vraiment problème dans notre mode de vie actuel, c'est la position assise. C'est catastrophique. Enfin, voilà, j'ai encore lu des études récemment où ils disent qu'on a beau faire 1 heure de sport par jour, imaginez la discipline pour arriver à faire 1 heure de sport par jour, on n'arrive pas à contrebalancer les effets néfastes de la position assise. Donc ça, c'est assez frustrant parce que regardez le nombre de gens qui ont une profession avec un job de bureau qui sont assis toute la journée. Moi, j'en fais partie. Certaines boîtes, enfin la plupart des boîtes ne permettent pas d'avoir du standing desk ou ce genre de choses, des bureaux debout. Donc voilà, on est assis toute la journée. Et qu'est-ce que ça a comme impact? On le voit sur le slide ici. Une circulation des enzymes qui n'est pas bonne, un problème sur l'insuline, diminution le fait de brûler des calories. Alors, certains groupes musculaires ont tendance à s'éteindre
c'est peut-être un grand mot, mais en gros, on a plus de mal à les activer. On pense principalement aux muscles fessiers, qui sont les muscles les plus importants du corps. Si on est assis toute la journée, on va avoir des gens qui ont du mal à aller recruter leurs muscles fessiers. Et donc, sur certains exercices fonctionnels, ils vont compenser en allant chercher des groupes musculaires qui ne sont pas les bons. Et on a clairement une perte de potentiel à ce niveau-là. Donc, si on sait régulièrement se lever dans la journée, aller marcher un petit peu, au moins toutes les heures, quelques minutes, ou changer de position quand on travaille, si on fait du home working, se mettre en position de squat ou assis par terre, ou, voilà, il faut changer régulièrement ses positions, s'asseoir sur une balle, etc. Dès qu'il y a moyen, capital. Donc, qu'est-ce qu'on voit comme effet néfaste au niveau de la position assise? On a je ne vais pas tous les lire, hein, mais clairement des migraines, on a des problèmes au niveau des veines, au niveau des os, des problèmes de douleur de dos. Et alors tout ce qui est au niveau de l'anxiété, dépression, ben voilà, tout ça va de pair, hein. Donc clairement, le mouvement et la manière dont on passe sa journée, la plus grosse partie de sa journée, va déterminer notre santé. Donc si vous avez le choix, bougez pendant la journée, toujours, toujours. Donc la solution à ça, c'est le standing desk. En Belgique, c'est pas encore vraiment à l'ordre du jour. Bon, moi, j'essaie de pousser dans la boîte où je suis, mais il y a des levées de boucliers parce que ça coûte cher, c'est compliqué, etc. Donc, ce qu'on voit, c'est ils essayent de quand même mettre à disposition par étage quelques standing desks pour que les gens puissent y passer quelques heures ou minutes par jour. Et donc, ça va dans la bonne direction, mais c'est encore très lent. Alors, l'autre point, c'est la notion de surcharge progressive et régulière. Donc, en général, la plupart des gens savent qu'on commence doucement et on augmente les charges petit à petit et on laisse son corps se régénérer avant de revenir s'entraîner et d'augmenter la charge. Donc, évidemment, si on laisse un espace trop long entre les deux stimuli, on n'a pas l'adaptation. Et si on laisse un espace trop court, on a des risques de blessures, on n'a pas l'adaptation non plus. Donc, il faut apprendre à se connaître. Un débutant, en général, on va conseiller qu'il prenne assez léger. Et c'est seulement une fois qu'on est entraîné depuis 3-4 semaines qu'on va pouvoir commencer à monter dans les charges. Moi, j'ai une petite anecdote là de ma mère quand elle avait les débuts de la quarantaine. Elle avait essayé d'aller dans une salle de sport parce que ses copines l'avaient poussée à s'inscrire, etc. avec elle. Elle était allée avec un coach, c'était obligé, je pense. Et le mec l'avait vraiment poussée, crié dessus pour qu'elle donne. Et comme c'est quelqu'un qui aime bien montrer qu'elle est capable, elle avait vraiment donné le max à chaque exercice. Et le mec ne l'a pas freiné, quoi. Le mec l'a poussée à donner le max sur chaque exercice. Elle a repris la voiture, elle avait du mal à changer les vitesses et elle a dû s'arrêter sur le bord de la route avec des nausées et ce genre de trucs et elle a plus su marcher pendant 3 jours. Donc ça, clairement, je pense que on a tous un peu fait les frais de vouloir recommencer des exercices ou commencer des exercices pour lesquels on n'était pas habitué et prendre trop lourd. Une fois qu'on s'est fait avoir une fois ou deux, on sait qu'on y va mollo. Et c'est seulement une fois que ça fait des semaines qu'on fait l'exercice qu'on peut taper dedans. Voilà. Maintenant, si c'est un groupe musculaire et que l'exercice est juste un petit peu différent, là, on sait qu'on peut y aller. Mais si c'est un groupe musculaire tout à fait nouveau qu'on va chercher, là, il faut y aller doucement. Mais à tout âge, et là j'aimerais bien insister, à tout âge on peut commencer et y aller doucement et on aura cette adaptation qui va avoir lieu. Donc, une personne de 50, 60 ans qui commence de l'exercice, même au poids du corps, simplement se lever et se rasseoir d'une chaise et puis progressivement avec des poids, on peut avoir cette adaptation qui va apparaître et on peut avoir une amélioration des capacités physiques à tout âge. Voilà, ça c'est un autre graphique qui dit la même chose. Un autre point, c'est la mobilité, la souplesse. Il y a une phrase de Kelly Starrett qui dit que tout être humain devrait être capable
d'avoir une maintenance basique sur lui-même. Donc clairement, sa voiture, on va la porter à l'entretien tous les X temps. On devrait pouvoir faire l'entretien de son corps tous les X temps aussi, et si on le fait de manière hebdomadaire, c'est encore mieux. Donc mettre en place une routine avec des exercices de mobilité et de souplesse, pour moi, c'est capital. Il y en a qui ne le font pas et qui se disent très bien comme ça. Bon, ils risquent de le payer peut-être plus tard. Moi, je suggère peut-être 3 fois 15 minutes par semaine, 3 fois 10 minutes pour commencer, c'est bien. Il y a des vidéos YouTube, il y a des petites applications, je pense à RomWOD, à GoWOD, des applications de yoga, ce genre de choses. Testez ce qui vous convient, faites-le, mettez-vous une petite routine et vous verrez les effets bénéfiques après quelques semaines ou quelques mois. Voilà, c'est ce que je viens de dire. Donc on peut pratiquer les automassages avec balles de tennis. Il n'y a pas besoin de beaucoup d'équipement. Hein. Balles de tennis ou des rouleaux, c'est quand même la base d'avoir un rouleau et une balle. Il y a le livre de Christophe Cario qui est vraiment bien fait. C'est un champion de karaté qui s'est un peu reconverti dans tout ce qui est bien-être, etc. Et le livre s'appelle Un corps sans douleur. Et il y a Kelly Starrett qui a aussi écrit le bouquin Becoming Supple Leopard, qui est une référence. Voilà, maintenant on va rentrer un peu dans la gestion du stress, hyper important pour être en bonne santé et vieillir en douceur, parce que le stress, on le sait, ça fait vieillir plus vite. Donc ça ne veut pas dire qu'on doit l'éviter, ça veut dire qu'on doit le gérer. On doit apprendre à le gérer. Et pour ça, on a plein d'outils. On peut essayer la méditation, on peut essayer des patterns de respiration qui sont spécifiques. Donc là, les chiffres, c'est simplement, on inspire 4 secondes, on bloque 7 secondes et on expire 8 secondes. Et ici, le 4-4-4-4, c'est simplement ce qu'on appelle le box breathing. C'est, on inspire 4 secondes, on bloque 4, on expire 4 et on bloque encore 4 et on répète le cycle. Si on veut entrer en cohérence cardiaque, je vais essayer de le définir un petit peu. C'est un concept un peu difficile à expliquer, je risque de m'embrouiller, mais clairement, c'est un état dans lequel le cœur entre en cohérence avec la respiration et ça apporte une détente. Ça travaille sur le nerf vague aussi, qui est cité tout le temps comme étant le nerf qui permet vraiment d'activer le système nerveux parasympathique. Et là, des études ont été faites et on dit qu'il faut faire du 3, 6, 5. Donc c'est 3 fois par jour. On va respirer 5 secondes in, 5 secondes out. 6 fois. Donc testez-le. Ça marche pas mal. Donc voilà, la cohérence cardiaque. Maintenant, un autre concept qui est intéressant, c'est la variabilité cardiaque. C'était Heart Rate Variability. Donc c'est quoi? C'est une mesure de l'état de fatigue du système nerveux. Donc il faut savoir que le cœur ne bat pas de manière tout à fait rythmique. Il y a toujours des petites oscillations de temps entre deux battements. Et donc le graphe ici représente ça. On voit ici les 0,88, 0,79, etc. Et cette variation, elle est bénéfique. Au plus il y a de variations, au plus ça veut dire que le système nerveux est au point et pas trop fatigué, etc. Donc on va rechercher cette variation-là et on peut la mesurer avec certains outils. Certains montres cardio qui sont assez évolués le font, ou sinon il faut aller chercher des outils un peu plus spécifiques comme le Oura Ring qui le fait très bien. Il y a des applications sur smartphone qui le font aussi, mais il faut avoir un petit strap pour la mesure cardio. Je les ai reprises ici. Donc les montres haut de gamme, il y a l'Apple Watch qui fait une forme de mesure de ça, ou les Garmin ou les Polar. Ce qui est intéressant là-dessus simplement, c'est qu'on peut faire des expériences sur soi et voir un petit peu ce qui influence cette HRV. On peut par exemple se dire, tiens, je vais tester, je ne sais pas trop comment me positionner par rapport au timing des macronutriments, et se dire, moi je voudrais tester, si je blinde de protéines le soir, est-ce que je dors mieux que si
que si je mange peu de protéines le soir. Et donc pendant 10 jours, tu vas blinder de protéines, tu vas mesurer ton HRV le matin, et puis les 10 jours d'après, tu vas faire l'inverse, et tu vas mesurer ton HRV. Tu essaies de modifier que ça, et tu vois l'impact que ce comportement a eu sur ta récupération finalement. Donc c'est en ça que c'est intéressant. C'est une mesure de ta récupération et de ton état du système nerveux assez précise, et les comportements qu'on a dans la vie de tous les jours vont influencer ça. Donc on peut faire des tests soi-même, parce que c'est bien beau de lire des articles, des vidéos, des trucs. La plupart des ressources sur l'alimentation, par exemple, elles vont se contredire. Alors moi, perso, sur ce point-là des protéines, je ne sais pas comment me positionner, j'en sais rien. J'arrive pas à voir la différence si je prends beaucoup de protéines le soir ou si je les mets principalement le matin. Je me sens en forme plus ou moins de la même manière, je n'arrive pas à voir le lien de cause à effet. Donc, un de ces jours, je ferai le test que je viens de citer là. Alors, pour maximiser sa santé, il faut aussi maximiser son cerveau et son système nerveux. Donc je vais vous parler un peu de système nerveux sympathique et parasympathique et faire l'analogie de la caverne. On parlera un peu de la théorie polyvagale de Stephen Porges, et je vais vous encourager à tester de nouvelles choses qui mettent l'équilibre et la coordination à l'épreuve, et le jeu. Je mettrai un lien vers une vidéo d'Ido Portal qui est juste fabuleux au niveau de tout ce qui est mouvement, et une vidéo de Steven Jackson qui est un gars de 72 ans à l'époque où ils ont fait la vidéo, qui se challenge avec toutes sortes de trucs d'agilité, un peu de cirque comme ça, et le mec il est hyper en forme pour son âge, et c'est assez inspirant. Voilà, ça c'est la roue du système nerveux. Donc on voit qu'à gauche on a le système nerveux parasympathique, donc c'est le système nerveux qui permet d'être calme, de se reposer, de se régénérer. En gros, tout ce qui est réparation va se passer dans ce système nerveux-là. Alors que le système nerveux sympathique, c'est ce qui s'active quand on se sent en danger, et on a ce qu'on appelle le fight and flight, donc le combat et la fuite. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ces systèmes nerveux-là, c'est ce qui ils commandent le corps de manière involontaire. Donc, ça commande les pulsations cardiaques, la respiration, la dilatation des pupilles, l'afflux sanguin aux extrémités ou pas. Donc, on n'a pas vraiment conscience, on ne sait pas vraiment avoir une influence dessus, sauf si on sait que la respiration, la manière dont on respire va influencer l'état nerveux dans lequel on est. Donc on peut décider de augmenter sa respiration ou respirer par la bouche ou par le nez pour se mettre dans tel ou tel état. Et on peut aussi décider de se mettre dans cet état sympathique simplement en se mettant soi-même en colère avant un lift ou des choses comme ça. On a quand même une petite emprise dessus, mais en général ça se fait de manière involontaire. Donc ici, dans le parasympathique, on y est quand on se sent en sécurité. Dans le sympathique, c'est quand on se sent en danger. C'est aussi là, dans le parasympathique, qu'on a la socialisation. Donc à chaque fois que vous avez un bon contact des yeux avec vos amis, que vous souriez, vous rigolez, vous vous sentez bien en groupe, etc., on est clairement ici. On est dans ce qu'on appelle le flow. C'est aussi là que se situe la productivité, tout ce qui est mindfulness, la perte de notion du temps, et on se sent vraiment ancré dans le présent. Voilà, ça fait appel au parasympathique. Maintenant, si on commence à faire une activité qui demande beaucoup de concentration, je pense, je sais pas moi, du jonglage ou quelque chose avec un peu de risque, on va vraiment osciller entre les deux. Donc on va avoir vraiment un mix entre le sympathique et le parasympathique qui va faire qu'on est dans un flow. Donc en général, au plus il y a du danger associé à une activité, j'imagine un équilibriste qui va jongler sur un câble à 2-3 mètres de haut, il va vraiment être dans cet état de flow qui se situe ici. Alors, on a tendance à expliquer que ça fait
une roue comme ça. Sur une journée ou sur une heure ou sur parfois des mois, on alterne ces états et on passe de l'un à l'autre pour pouvoir revenir vraiment dans le flow où c'est là qu'on devrait être la plupart du temps. Donc l'exemple classique qu'on donne, c'est on a une réception à la maison, on a un barbecue, on est avec ses amis, on est dans le flow. Le voisin vient et fait chier son chien pour la 15e fois sur ta pelouse, tu vas d'abord essayer d'aller lui parler. Donc, être social, tu lui dis ça m'énerve, c'est la 10e fois, il y en a marre. Et là, vous allez commencer à vous énerver et vous passez dans le système sympathique. Donc les pupilles se dilatent, le cœur commence à battre plus vite pour se préparer à l'action. Là, on est déjà en mode combat. Bon, ça dégénère, il y a une empoignade. Clairement, on est là, on est dans la colère. Et puis, si le mec prend le dessus, on va vouloir fuir. Et là, on n'est plus dans la colère, on est dans le stress, on est dans je suis pas capable de faire face au danger, mais je suis encore capable de fuir. Donc je suis toujours capable. Et là, c'est le stress. Avec les hormones associées, etc., les neurotransmetteurs qui vont avec. Et ici, on va passer à un point critique et qui est vraiment capital de comprendre dans la théorie de Stephen Porges, c'est que si à un moment donné, on est exposé à un challenge ou à un danger pour lequel on ne se sent pas capable, on va passer en état de freeze. Donc c'est ici que se situe la dépression, la tristesse, le désespoir, les ruminations. Et c'est vraiment un état dans lequel on veut essayer de rester le moins possible. Dans un entraînement, on passe aussi dans ce cycle-là. Donc au début d'un entraînement intense, on se sent tout à fait capable. Et puis ça devient dur, on se met en colère, on est fâché, on va recruter l'énergie et on le voit sur le visage, ça commence à se crisper et tout. Et puis on n'a plus envie d'être là, on subit le truc, on est dans la fuite, on dit qu'est-ce que je fous là, vivement que ça s'arrête. Et puis l'entraînement est terminé, on dit time et on se jette par terre, on se met en boule pour ceux qui font du cinéma. Et là, on est en freeze pendant quelques secondes ou quelques minutes, on veut parler à personne, on est dans sa bulle. Et puis, une fois que c'est passé, on repasse dans le flow, on se check et on rigole ensemble de tout ce qui vient de se passer et on reste là pendant un bon moment. Donc, capital de comprendre ça, quand on est face à quelque chose qui nous dépasse, soit que ce soit ponctuel ou que ce soit de manière récurrente, on va rentrer là. Il faut absolument trouver des moyens de repasser là. Et parfois, il faut refaire tout ce chemin inverse pour pouvoir retourner là. Donc quand on est ici, faire des exercices où on va pouvoir peut-être décharger des émotions, des exercices très explosifs. Voilà, il y a tous des protocoles qui existent. Ce n'est pas une fatalité de rester ici. Par le mouvement, on peut repasser là avec différents protocoles. Donc stimuler l'agilité, l'équilibre, la mémoire, la génération de nouvelles cellules dans le cerveau et nerveux, je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça. Donc ça c'est le fait les bienfaits de faire des trucs nouveaux, de faire des trucs challengeants. C'est la vidéo de Steven Jackson, là, les bienfaits de tester des nouvelles choses qui nous challenge. Ça participe à la prévention de la maladie d'Alzheimer, ça évite les chutes invalidantes. Ça augmente la mémoire et ça développe l'agilité avec la main non dominante. Donc en gros, pour ceux qui ne vont pas voir la vidéo, vous pouvez vous exercer à vous brosser les dents de la main gauche, à jouer au ping-pong ou au tennis de la main gauche si vous êtes droitier. Si vous faites du skate, changez de position sur votre skate. Tous ces trucs-là vont permettre d'évoluer, de vieillir de la meilleure manière possible. Apprendre un nouvel instrument, toujours apprendre des nouvelles choses. Voilà, un gros volet aussi, c'est aussi l'émotion et l'attitude, l'état d'esprit. Clairement, on a beau optimiser son physique et son sommeil, son alimentation. Si on est déprimé ou qu'on ne passe pas du temps avec des personnes agréables ou qu'on est dans un environnement toxique, ça ne va pas aller non plus. Donc,
clairement ici, on reprend des choses très au niveau des émotions. Passer du temps en famille ou avec des amis, déménager plus près du boulot, passer moins de temps dans sa voiture, aller dehors, dormir plus, ça on l'a dit. Pardon. Faire de l'exercice, sourire, donc ça rejoint un petit peu la pratique de la gratitude, aider les autres, prévoir un voyage mais ne pas le prendre, et méditer. Donc simplement le fait de se concentrer sur ce qui va bien, pratiquer la gratitude ou anticiper quelque chose d'agréable sans forcément le faire, mais rien que d'y penser, on génère des hormones et des neurotransmetteurs du bien-être et c'est capital pour une bonne santé et pour une vie épanouie. Et ça s'exerce. La gratitude, au début, on n'est pas très bon, on a tendance à avoir que le négatif, mais une pratique qu'on m'a appris il y a plusieurs années et que je fais parfois, c'est le soir, ça peut se faire à deux aussi, c'est citer 3 choses pour lesquelles on est reconnaissant avant d'aller dormir. Donc ça nous permet d'aller se coucher en ayant ce focus sur ce qui va bien. Et en général, on trouve toujours. Donc même si on a eu une journée de merde, on peut être reconnaissant parce qu'on a à manger dans le frigo. On peut être reconnaissant parce qu'on a une maison qui est chauffée. On peut être reconnaissant parce qu'on a des gens qui sont bienveillants autour de nous. Donc voilà, même si on perd son boulot, même si on a une maladie, ou même si on a des proches qui sont souffrants, on peut quand même se concentrer sur ce qui va bien. C'est vraiment un exercice à faire. Voilà, ça je l'ai dit, pratiquer la gratitude, aider les autres. On sait que les gens qui font du bénévolat sont parmi les gens les plus heureux. Pourtant, on pourrait dire que ok, c'est des gens qui pensent moins à eux, etc. Mais donc le fait de justement être moins concentré sur soi-même, ça permet parfois d'être plus heureux. Avoir la positive attitude, voir chaque difficulté comme une opportunité de grandir, d'évoluer. La musique a une influence sur l'humeur et l'état d'esprit qui est vraiment significative. Donc faites-vous des playlists bonne humeur, etc. ou des playlists action. Si vous avez du mal à vous mettre dans l'action pour faire votre ménage ou quoi, faites-vous une playlist bonne humeur ou action pour vraiment vous aider à vous mettre en mouvement. Passer du temps avec des gens qu'on aime, c'est capital. Donc, si vous avez des personnes qui sont toxiques autour de vous, reconnaissez-les et ayez le courage de les éviter, tout simplement. Passer du temps avec les gens qui vous donnent de l'énergie, qui vous encouragent, qui vous supportent. Vivez en accord avec vos valeurs. Donc si vous êtes dans un job qui ne vous correspond pas au niveau des valeurs, ça va être difficile d'être épanoui. Donc parfois, il faut faire une remise en question et se dire ce job ne me correspond pas, il faut que je change pour vivre plus en accord avec mes valeurs. Et alors, find your why, trouvez votre pourquoi, trouvez la chose qui vous motive et qui vous fait bouger dans la vie. Si on ne l'a pas, on a tendance à naviguer un peu comme un bateau sans gouvernail. On est plutôt porté par les circonstances et on ne va pas dans une direction et on a tendance à se sentir un peu perdu. Si on sait pourquoi on fait les choses, pourquoi on se lève le matin, on va avoir une vie probablement plus épanouie, avec plus d'énergie, etc. Parfois, ça demande une certaine introspection. Ça demande de fermer tous les divertissements qu'on a pendant plusieurs heures ou plusieurs jours pour vraiment faire une introspection et se dire mais qui je suis, qui je veux être et pourquoi. Et en général, une fois qu'on l'a trouvé, écrivez-le, trouvez votre motivation profonde et ça vous permettra de vraiment aller dans la bonne direction avec plus de plaisir et plus de satisfaction. Voilà, c'est d'abord le why au centre, et puis le comment, et puis le quoi. Voilà un exemple de why, écrit dans une salle de sport où je suis allé en Hollande. Je trouve pas mal, donc ils disent en tant que communauté de gens qui bougent, on s'entraîne pour honorer notre corps, le corps qui nous a été donné, et pour maximiser notre potentiel humain. On respecte les limitations, mais on n'a peur de aucune.
et on défie l'échec et l'ego. Nous sommes unscared, on peut traduire par on n'a pas peur. Voilà, donc là clairement, c'est une petite phrase que les gens voient quand ils entrent dans la salle de sport et qui rappelle quelles sont les valeurs de cette salle de sport et pourquoi on vient là. Et en quelques mots, on ancre un petit peu cette valeur, ce grand principe qui nous fait avancer, quoi. Alors passer du temps dans la nature, c'est capital aussi. Prendre le soleil, donc la lumière, régule les cycles circadiens. Et pour les gens qui ont des problèmes de sommeil, entre autres, s'exposer aux rayons du soleil ou à la lumière naturelle dès le matin, quelques minutes, c'est capital justement pour mettre en place ce cycle circadien et avoir votre coup de pompe le soir et vous booster le matin. Donc les gens qui sont dans leur bulle toute la journée, qui ne voient pas la lumière du jour, le matin on va direct dans la voiture, on n'ouvre pas les rideaux, machin, ça c'est inévitable d'avoir des problèmes de sommeil en faisant comme ça. Pareil, nos écrans nous dérèglent. Si on a la capacité de pouvoir aller un petit peu observer le coucher du soleil avant de rentrer chez soi, c'est aussi très important pour les rythmes circadiens. Ouais, je mettrai le lien vers une vidéo qui est sympa à propos de ça. Alors la puissance des habitudes, ça j'en ai déjà un petit peu parlé. Et en gros, nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. C'est pourquoi l'excellence n'est pas un acte, mais une habitude. C'est Aristote qui a dit ça. Donc, manger de manière saine pendant 3 jours, mais à fond, et puis reprendre une alimentation dégueulasse pendant une semaine, ça ne sert à rien. Ce qu'il faut, c'est manger de manière saine la plupart du temps. Pareil pour le sport, pareil pour tout ce qu'on fait. Donc, les habitudes, c'est la clé. On ne sait pas y arriver sinon. Et ce qui est bien, c'est qu'une fois qu'on a mis en place une habitude, on n'a plus besoin de beaucoup d'efforts pour la maintenir. C'est la mettre en place qui demande un effort. Les petites choses qu'on fait tous les jours sont plus importantes que les grandes choses qu'on fait de temps en temps. Et donc, il y a beaucoup de gens qui parlent de la motivation, mais pour moi, c'est pas stable. Ce qui compte, c'est la discipline. Parce que la motivation, ça va et ça vient. On ne peut pas se fier sur sa motivation seulement. Il y a des jours où vous allez vous lever, vous n'aurez pas envie de manger sain le matin, vous n'aurez pas envie d'aller faire votre jogging, mais voilà, pour ceux qui arrivent, on le fait quand même. On a la discipline, on a dit, je vais courir 3 fois par semaine, qu'il pleuve ou pas. Soyez pas ce genre de personne qui repousse le truc parce qu'il fait mauvais ou parce que je me cherche une excuse, etc. Donc il faut vraiment se mettre en place une discipline et pas se baser sur la motivation. C'est la clé. La science et la technologie au service de la santé. Donc, petite définition du biohacking. C'est un terme pas mal à la mode ces dernières années. Donc le biohacking, c'est un terme qui réunit les communautés high-tech, bien-être, anti-âge et scientifique. En résumé, ça veut dire agir sur le corps et l'esprit pour le faire fonctionner au mieux. Donc je parlais de HRV tout à l'heure, mais clairement, les mecs qui sont à fond dans le biohacking, ils ont tous le petit anneau Oura Ring pour mesurer la qualité de leur sommeil, leur HRV moyen la nuit, etc. Ils mesurent des paramètres et ils font des tests pour optimiser leur santé. Voilà, moi c'est un truc qui me fait bien délirer, j'aime bien tout cet univers-là. Et les biohackers en général sont des gens très intéressants. Donc allez voir un petit peu. Qu'est-ce qu'on a comme trucs scientifiques qui nous permettent d'avancer? Donc là, j'ai listé quelques trucs. L'infrarouge, clairement, c'est une technologie, hein, un outil. Si vous avez les capacités de vous exposer à l'infrarouge, que ce soit dans des thermes ou avec une lampe que vous avez achetée ou chez le kiné ou machin, clairement, ça a énormément d'impact positif sur la santé, que ce soit anti-inflammatoire ou pour ralentir le vieillissement de la peau, pour toutes sortes de trucs. Voilà. La HRV, j'en ai déjà parlé. La médecine anti-âge, un petit point rapide là-dessus. Donc clairement, on peut aller voir des gens qui vont nous aider à optimiser notre santé. Donc le plus simple peut-être, c'est un nutritionniste. Le nutritionniste, qu'est-ce qu'il va faire? Il va
demander un petit peu comment vous mangez, quelles sont vos habitudes, etc. Et il va faire une prise de sang. Et en fonction de la prise de sang, il va proposer des compléments et adapter l'alimentation pour optimiser les résultats de la prise de sang et optimiser la santé. Par contre, la limite de ça, c'est qu'il ne va pas pouvoir prescrire tout ce qui est médicaments. S'il y a un équilibrage hormonal à faire, il ne va pas pouvoir le faire. S'il faut prendre des petites quantités de cortisol ou quoi, il n'a pas le droit de le faire. Donc un médecin anti-âge, on appelle ça aussi la médecine fonctionnelle. Bon, ça coûte plus cher, ils sont un peu plus rares, par contre ils vont un peu plus loin. Donc ils font entre autres des prises de sang plus poussées, avec vraiment une analyse très détaillée des acides gras, oméga 3, oméga 6, des hormones, et donc on peut avoir certaines personnes qui, après un certain âge, ont des déséquilibres hormonaux et qui peuvent avoir une légère complémentation en hormones pour être à des niveaux optimum. Ça, le médecin anti-âge va pouvoir faire ça. Et en général, ils ont vraiment une vue très poussée sur les taux qu'il faut avoir pour être dans le meilleur côté du spectre d'un paramètre. Parce qu'un généraliste ou quoi, ils aiment bien viser la norme, la moyenne. Il va dire, prenez la dose recommandée de vitamine D qui est de une gélule machin XUI. Alors que le médecin anti-âge, lui, ce qui l'intéresse, c'est l'optimisation, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc en général, les doses sont plus élevées pour aller optimiser, pas juste chercher la norme, la moyenne. On ne veut pas être moyen, on veut être le meilleur possible. Donc il va vraiment mettre la dose et en général on ressort avec une grosse quantité de gélules à ingérer. Moi c'est ce qui m'a un petit peu déplu dans le truc, c'est que on prend 15 à 20 gélules par jour pour dire d'optimiser tout et bah, je ne suis pas fan de prendre autant de gélules. Donc j'aime bien recommander peut-être 4-5 compléments, mais si... Voilà, maintenant pour ceux, je respecte ceux qui veulent vraiment optimiser et aller chercher peut-être une santé optimale jusqu'à 110 ans ou alors vraiment optimiser des performances sportives. Je pense que ça peut être intéressant d'aller voir des gens comme ça parce que les quelques pourcents que ça va vous amener vont permettre de faire la différence. Alors j'ai déjà un peu parlé d'épigénétique. C'est quoi? C'est la science qui étudie l'impact de l'environnement sur l'expression des gènes. Ce qu'on mange, ce qu'on boit, l'air qu'on respire, notre niveau de stress peuvent modifier le fonctionnement des gènes dont on hérite à la naissance. Grâce à l'épigénétique, on comprend que tout n'est pas inscrit dans nos gènes. Notre comportement durant notre vie va activer ou inhiber l'expression de certains gènes. On est en partie responsable de notre santé. C'est toute la médecine préventive de demain. Donc là, j'en ai déjà parlé, je le redis, je trouve ça fabuleux de se dire que nos comportements, notre environnement va modifier l'expression de nos gènes parce que ça met vraiment la capacité entre nos mains et c'est pas une fatalité d'être comme ci ou comme ça. Voilà, ça c'est des petits extraits d'un bouquin sur l'alimentation que j'avais, mais ils en parlaient là-dedans, donc j'ai trouvé ça intéressant de prendre des petites photos, de voir que vraiment dans le monde de la médecine moderne, on en revient régulièrement à l'épigénétique. Ouais, je vais arrêter là parce que ça fait une grosse vidéo déjà. Le point 6 ici, ce sera pour une prochaine vidéo, l'inconfort comme source de mieux-être et anti-fragilité. Salut à tous, à la prochaine.